Salut à vous, c'est parti pour la petite foire aux questions, étant donné qu'on vient de passer la barre des 20 000 et que c'est la rentrée, donc c'est l'occasion pour une vidéo pas très originale, mais vous m'avez envoyé énormément de questions, donc je vais essayer d'y répondre sans doute en plusieurs parties, parce qu'il y aura des réponses sans doute plus longues à des questions plus complexes. Donc vous m'avez envoyé des questions sur YouTube et sur Instagram, donc sur YouTube dans l'onglet communauté et sur Instagram. Oui, je suis présent maintenant aussi sur Instagram et sur Telegram, donc je vous mettrai les liens en description si vous voulez me rejoindre aussi sur ces canaux-là pour une autre interactivité. Donc on va commencer par les questions Instagram. Première question, pour toi l'ARPAC, ce n'est pas un petit peu une utopie? Alors effectivement, l'ARPAC, l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyen, effectivement c'est une initiative qui existe depuis quelques années, j'en ai fait partie un moment. Effectivement, comme pour plein d'autres champs de domaine et comme pour plein d'autres associations, on est là dans quelque chose d'assez militant qui essaye de faire... En fait, le but principal, c'est surtout de communiquer et d'essayer d'échanger sur ces idées-là et de faire évoluer un petit peu les mentalités. Après, est-ce qu'effectivement, ça permettra le retour du port d'armes un jour en France? Ça semble assez compromis. Bon, après, on est dans le militantisme et dans un caractère associatif. Le but, c'est simplement de combattre un petit peu l'homophobie ambiante. Est-ce que ça va aboutir sur quelque chose un jour? Ce n'est pas sûr. Mais je tiens quand même à rappeler que le port d'armes était légal en France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, sans aucun souci, et que ça fonctionne dans d'autres pays, donc pourquoi pas sous certaines conditions. Donc les conditions proposées par l'ARPAC sur le port d'armes semblent pertinentes et pourraient fonctionner. Mais ça sera, je pense, jamais mis en place et ça reviendra pas de sitôt en France. Deuxième question un peu sur le même sujet, as-tu la magnifique casquette de l'ARPAC? Non. J'ai juste eu un autocollant et c'est tout. Question suivante, si les restrictions sur les armes de catégorie B n'existaient pas, quel équipement pour la défense perso? Alors en soi, est-ce qu'il y a vraiment des restrictions sur les armes de catégorie B? Effectivement, elles sont plus difficiles d'accès et il y a certaines restrictions maintenant en termes de capacité de chargeur, de calibre, de taille de l'armement, de stock de munitions, etc. Il y a certaines restrictions. Alors imaginons une situation dans laquelle on a une législation qui permet un armement sans aucune limite. Quel serait mon choix pour de la défense personnelle? Un petit peu pour faire le lien avec la question précédente, ça serait le port dissimulé, à l'intérieur comme à l'extérieur du domicile, et sans doute avec un PA en neuf assez compact, donc Glock 19 ou Glock 26. Ce serait mon choix principal. Après, je vais pas plus m'étendre pour mon choix pour la défense perso, mais voilà, en gros ça serait ça. Ensuite, quel conseil est-ce que je donnerais pour la préparation mentale au survivalisme? Alors, je ne sais pas trop ce qu'on entend par préparation mentale. Je pense que tout ce qui a trait à de la préparation psychologique, à des événements assez dramatiques à l'avenir, bon, ça se fait avec le temps et c'est aussi une question de personnalité. Après, on peut s'y préparer mentalement en se familiarisant un petit peu avec ces sujets-là, en lisant des retours d'expérience, en lisant des livres d'histoire. Ça permet de voir un petit peu comment ça se passe, comment ça s'est passé dans le passé, pour s'y préparer un petit peu. Lire des témoignages, voir un petit peu comment les gens se sont adaptés à des situations dramatiques dans le passé pour essayer d'en tirer des conclusions. Mais de toute façon, je pense pas qu'on puisse être prêt. Je pense pas qu'on puisse être prêt mentalement à un scénario vraiment catastrophique qui prendrait des proportions, par exemple, d'un effondrement généralisé. C'est très difficile d'être prêt mentalement à ça et d'en être complètement détaché, je pense. Ensuite, petite question suivante, une arme pour madame. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça? Quelles armes je conseillerais pour des femmes? Quelle arme conviendrait à ma femme? Je ne sais pas. Alors après, le sujet des armes pour femmes, au final, c'est un sujet qui revient assez régulièrement, mais en général, et je dis vraiment en général, très souvent les femmes peuvent tirer avec les mêmes armes à feu que les hommes, c'est pas un souci. L'exemple tout simple, c'est regardez les francs-tireuses yézidis récemment en Syrie, ou plus anciennement dans le passé, les snipers russes
qui étaient beaucoup qui étaient des femmes hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça pose pas vraiment de soucis. Quelqu'un qui sait tirer, qui apprend à tirer, qu'il soit un homme ou une femme, au final, ça va convenir. Après, bien sûr, il faut que l'arme soit adaptée au niveau de la morphologie, au niveau de la prise en main, de façon à gagner en confort et donc en précision. Mais dans l'absolu, une femme peut tirer avec les mêmes armes qu'un homme. Les armes à feu, je vous rappelle, c'est le grand égalisateur, et les femmes peuvent utiliser les mêmes armes à feu que les hommes sans souci. Question suivante, le quad. Alors le quad, le quad, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Bon après c'est comme tout. Faudrait faire des questions un petit peu plus longues parce que c'est pas évident les gars de répondre quand on a juste un mot clé. On sait pas trop de quoi on parle. Bon, je vais essayer de faire une réponse assez large. La question du quad, à mon sens, c'est un véhicule à moteur au final assez compact, mais on va avoir les avantages et les inconvénients des motos et les avantages inconvénients des voitures. Parce qu'effectivement, ça permet d'être plus stable et de transporter plus de matériel qu'une moto, mais on reste assez vulnérable et exposé. Ça peut rentrer dans vos préparations comme véhicule secondaire, même pour être en forêt ou transporter du matériel. C'est vrai que c'est utilisé un petit peu partout dans le monde entier, dans des zones un petit peu reculées, donc pourquoi pas. Ça permet d'avoir une remorque ou d'être à 2 personnes. Mais peut-être c'est peut-être un peu plus tout-terrain qu'une moto, mais d'un autre côté, ça vous prend... Peut-être que ça consomme un petit peu plus et que ça a besoin d'un peu plus de place pour passer. Donc, comme tout, ça a des avantages inconvénients et c'est pas forcément mon domaine. Encore une fois, ça dépend de ce que vous faites et de vos besoins. Alors ensuite, une checklist de matos pour débutants. Donc ça viendra, je pense, sans doute J'y avais pensé en vidéo dans quelques temps. Checklist de matos pour débutants, ça dépend de quel domaine on parle. Est-ce que c'est des débutants en bushcraft qui cherchent à s'équiper vraiment avec la base pour débuter, pour pas cher, pour apprendre et s'initier à ça? Ou est-ce que c'est une checklist de matos pour du prepping? Est-ce que c'est une checklist de matos pour un peu de résilience à la maison? Je sais pas exactement de quel domaine on parle. Est-ce que c'est une liste de matos pour un sac d'évacuation? À creuser. En tout cas, il y aura sûrement des vidéos là-dessus dans quelques temps. Question suivante. Est-ce que je suis chasseur? Si oui, est-ce que je pense que ça apporte un plus dans la résilience et dans l'autonomie? Alors non, je suis pas chasseur. Je m'y étais un petit peu intéressé, mais je suis pas chasseur du tout. Il y a peut-être 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je vous ai fait une vidéo à la chasse avec un copain chasseur qui présentait un petit peu lui sa vision de la chasse et les avantages que ça apportait. Alors bien sûr, la chasse, comme énormément de domaines un petit peu traditionnels, est bien évidemment un plus en termes de compétences et de connaissances pour plus de résilience et plus d'autonomie. Donc bien sûr, il y a déjà l'accès à l'arme à feu, premier point, la connaissance du milieu naturel, les connaissances sur les animaux, et ensuite tout ce qui est en rapport bien sûr avec l'évolution en milieu naturel, avec la capacité à traiter du gibier, à prélever des animaux pour se nourrir, et ensuite savoir les découper, les préparer, les conserver, les cuisiner. Donc c'est un monde à part entière, la chasse, qui est effectivement en termes de résilience et d'autonomie très intéressant, et dans l'histoire de l'humain, ça a été un domaine vraiment vital et très important, et je pense que ça leur reviendra à l'avenir. Après, la problématique de la chasse, c'est par rapport au nombre d'habitants dans une zone donnée. Le problème, c'est que si tout le monde se mettait à chasser, voire à braconner, devant l'urgence et la pénurie alimentaire, par exemple, très rapidement, il n'y aurait plus d'animaux et ce serait plus quelque chose de viable, et en tout cas beaucoup moins que l'agriculture. L'agriculture, l'élevage, c'est d'ailleurs pour ça, en partie, je pense que l'humain s'est tourné vers l'élevage et l'agriculture il y a 8000 ans, après des millénaires de chasse. Ça permet de gagner quand même l'élevage en productivité, en rentabilité, surtout en termes de dépenses énergétiques.
Mais la chasse, effectivement, très très intéressant, même encore aujourd'hui, ne serait-ce que pour l'accès à l'arme à feu, les relations, les rencontres. Après, je suis pas le mieux placé pour parler de la chasse, Argos vous en parle mieux que moi, mais ça a plein d'intérêts, évidemment. Si vous êtes campagnard et pas forcément intéressé par le tir, bah, je vous invite à passer votre permis de chasse, c'est toujours un plus. Alors, question suivante, à quel âge t'es-tu intéressé au survivalisme ? Donc ça, la question qu'on me pose à chaque FAQ, j'ai déjà répondu il y a 2 ans, un peu plus. En fait, moi ça a toujours été, déjà gamin, j'aimais bien être en milieu naturel, être en forêt, voilà, me promener dans la campagne. Moi à la base, je viens de la campagne, je suis venu en ville que à partir de mes 10 ans. Quand j'étais tout petit, j'étais plus à la campagne, et ensuite je suis venu en ville. Et donc petit à petit, je me suis intéressé au survivalisme, au départ en arrivant par le côté survie, par le côté copain des bois. Je me suis intéressé petit à petit, milieu urbain aidant, au survivalisme, et c'est ensuite en grandissant et en voyant plus jeune, à l'adolescence, comme beaucoup, un petit peu les limites du système, avoir une connaissance un peu plus approfondie de notre société et de tous les risques qui sont présents au quotidien et de tout ce qui risque de s'effondrer à l'avenir dans notre société juste à temps, que je suis arrivé petit à petit au survivalisme. Et voilà, je m'y suis intéressé comme ça, et ça s'est fait petit à petit, naturellement. Ensuite, un avis sur le scoutisme. Alors, un avis sur le scoutisme, bien sûr, j'ai quand même un avis assez favorable dessus, étant donné que ça transmet, à la base, ça transmettait aux jeunes et aux enfants des valeurs à la fois militaires et à la fois de connaissance et de respect de la nature, et de vie en communauté, avec plein d'aspects, que ce soit la vie en groupe, et puis la cuisine, la construction de camps. Il y a plein de branches dans le scoutisme, il y a plein de formes, plus ou moins religieuses, plus ou moins traditionnelles, plus ou moins modernes. Ce qui permet de trouver quelque chose qui correspond le mieux à nos valeurs qu'on veut transmettre à notre enfant. Je connais pas trop ce milieu-là parce que je connais pas beaucoup de scouts et je suis pas passé par là non plus quand j'étais jeune, mais quand j'étais plus jeune. Mais le scoutisme, je pense, est beaucoup modernisé, et on a perdu un petit peu du côté tradi et du côté un peu paramilitaire comme pouvait y avoir jusque dans les années 60, 70, 80. D'autant plus aujourd'hui avec une idéologie un petit peu plus moderne, sans que je m'étende dessus, l'arrêt du service militaire, énormément de choses. Aujourd'hui, on se rapproche plus de la colonie de vacances que vraiment l'esprit initial du scoutisme. Je peux me tromper, mais c'est mon avis. Mais j'encourage toujours la démarche, si vous avez des enfants, je peux vous encourager, oui, à vous rapprocher des scouts, du scoutisme ou des éclaireurs ou je sais pas quelle organisation. C'est toujours mieux qu'une colonie de vacances ou autre. Allez, dernière question, je suis lancé. Est-ce que l'équivalent du second amendement américain en France aurait des répercussions positives ? Donc second amendement aux États-Unis, à peu près, si je m'en souviens, c'est quelque chose du genre chaque citoyen a le droit de porter les armes pour défendre la liberté, quelque chose comme ça. Initialement, oui, le principe, on sortait de la Révolution américaine, le but c'était d'avoir des citoyens soldats, historiquement il y avait les Minutemen et tout ça, donc les citoyens étaient encouragés à porter les armes pour défendre la Révolution. Pour l'anecdote, on a failli avoir l'équivalent du second amendement, nous aussi en France, parce que c'est le comte de Mirabeau qui avait essayé de proposer qu'on inscrive dans la Constitution l'équivalent du second amendement, avant même l'adoption du second amendement aux États-Unis. Je vous remettrai le texte quelque part si j'y pense. Donc effectivement, historiquement, ça aurait pu avoir des répercussions positives. Si aujourd'hui on avait encore ce texte-là dans la Constitution, notre droit à l'accès à l'arme à feu serait encore respecté, et l'accès à l'arme à feu serait encore préservé aujourd'hui. Donc effectivement, je pense que ça aurait été positif. Des textes historiques qui sont difficilement applicables à des situations modernes. Ça peut avoir des risques aussi si l'accès à l'arme à feu est complètement libéralisé et ouvert à tous. Je pense quand même qu'il faut une certaine sélection et
une certaine formation et il faut montrer patte blanche. Mais dans le principe, pourquoi pas, j'y suis assez favorable, oui. Allez, fin de la première partie, quand même bien orienté arme à feu et défense. Et je vous retrouve très bientôt dans la partie suivante. Merci pour vos questions et à tout de suite.